Durant sa vie, il eut divers métiers. Chasseur de bisons, employé de chemin de fer, travailleur dans les mines, agent de police, shérif adjoint, marshal, chasseur de primes, propriétaire de saloon, mais aussi hors la loi. Wyatt Berry Stapp-Herb est né le 19 mars 1848 à Monmouth, en Illinois. Nicolas Porter Earp, le père de Wyatt, est né en 1813 en Caroline du Nord. En 1836, Nicolas se maria au Kentucky avec Abigail Storm, née en 1813. Elle décédera dès 1839. Ils eurent 2 enfants, Newton Earp et Maria Ann Earp. Nicolas Earp se remarie en 1840 avec Virginia Ann Cooksey, née en 1821 dans le Kentucky. Ils auront 8 enfants. En 1841, naîtra un fils, le frère aîné de Wyatt, James Earp. Puis, en 1843, arrive Virgile, toujours dans le Kentucky. Ensuite, une fille, Martha Elizabeth, en 1845. C'est au tour du plus célèbre des Earp, Wyatt, de venir au monde en 1848, en Illinois. Puis, en 1851, c'est la naissance de Morgan, et en 1855 de Warren. C'est en 1858 que vint au monde Virginia Ann, et finalement, la toute dernière, en 1861, Adelia Douglas. La famille de Wyatt déménagea à diverses reprises durant la naissance des enfants, dont Hartford dans le Kentucky, Monmouth, Illinois, Pella dans l'Iowa. En 1861, James et Virgile Earp et leur demi-frère Newton s'enrôlent dans l'armée de l'Union pendant la guerre de Sécession. Wyatt voudrait bien aller les rejoindre, mais il n'a que 13 ans. Il est trop jeune. Wyatt n'a peur de rien. Pour cette fois-ci, l'action se tiendra loin de lui, mais ce n'est que partie remise. Donc, il restera à la ferme pour travailler avec ses frères Morgan et Warren. En 1864, la famille déménage une autre fois à San Bernardino, en Californie. Wyatt a maintenant 16 ans. Virgile, quant à lui, rentre en 1865 à la fin de la guerre. Virgile est très lié à Wyatt et ensemble, ils travailleront comme conducteurs pour la Banning Stage Coach Line. Il effectuait des trajets entre San Bernardino et Los Angeles. À travers les années, les frères Earp font tous les métiers, déménagent à plusieurs reprises. À l'exemple du père Nicolas, les frères Earp ont la bougeotte. En 1868, à l'âge de 20 ans, Wyatt se retrouve dans les chantiers de construction. Il y rencontre les trafiquants en tout genre, les joueurs et les prostituées. C'est dans cet univers qui attire Wyatt que sa vie adulte va débuter. Wyatt Earp se mariera en 1870 à l'âge de 22 ans avec Urilla Sutherland, 21 ans. Mais au grand désespoir de Wyatt, elle décédera à peine 1 an après leur mariage. La famille d'Urilla blâme Wyatt pour son décès, et les 2 frères Sutherland, accompagnés d'amis, les 3 frères Brumette, demanderont des comptes. Pour la première fois, Wyatt
Virgin et Morgan Herb formeront le trio sans peur, prêt à en découdre avec n'importe qui. Un combat de rue eut lieu et les frères Herb ne s'en laissent pas imposer et vont s'en sortir. Par la suite, complètement dépité et en deuil, Wyatt vend sa maison en 1870 pour seulement 75 $. Il ne veut plus vivre dans la maison qui lui rappelle sans cesse Urilla. À Lamar, Wyatt obtient la même année le poste d'agent de police. Il collecte les taxes, mais est accusé d'une falsification de documents. Wyatt préfère quitter plutôt que d'affronter la justice. Il va se cacher dans les territoires indiens. Wyatt vit des années de délinquance et peine à se remettre du décès de sa première femme, Urilla. En 1871, on l'accuse de vol de chevaux. Encore une fois, il va fuir la région pour un temps. De 1871 à 1874, Wyatt est chasseur de bisons. En 1872, il est arrêté avec son frère Morgan et George Randall pour une affaire de maison de prostitution. En 1875, Wyatt Herb est maintenant officier de police de la ville à Wichita. En avril 1876, ses frères Virgil et Morgan le rejoindront à Wichita. Le trio est maintenant formé. Wyatt est très populaire à Wichita et commence à asseoir sa renommée. Il chasse les voleurs de chevaux. L'ordre règne à Wichita et Wyatt est respecté et surtout craint par ceux qui voudraient se frotter à lui. Mais suite à des malversations dans les élections de 1876, il préférera quitter Wichita pour Dodge City, au Kansas. Par la suite, le trio des frères sera démembré pour un temps. Wyatt Herb est maintenant assistant marshal de Dodge City, une ville très violente où se retrouve toute la racaille à l'époque, les joueurs, les voleurs de bétail et les assassins. En 1877, Virgil Herb et son épouse Ali vont s'installer dans un ranch en Arizona. Au printemps, Wyatt et Morgan quittent Dodge City pour prospecter de l'or à Deadwood et il sera convoyeur dans les mines d'or. En juillet 1877, Wyatt revient à Dodge City, mais sans aucun titre officiel. Pour un temps, Wyatt devient chasseur de primes. Il est sur les traces de Dave Rudabaugh, qui est un hors-la-loi recherché. Il le suit jusqu'au Texas à Fort Griffin. Wyatt se renseigne à droite et à gauche sur Rudabaugh. Le propriétaire du plus grand saloon de la ville, le Shawn C., lui dit qu'il a peut-être passé, mais n'est pas là présentement. Et il va le diriger vers quelqu'un qui va être très important pour Wyatt Herb, un dénommé Doc Holliday, qui est présentement en ville. Wyatt Herb dira de lui que c'était l'ami le plus fidèle qu'il a rencontré dans sa vie. Un dentiste, un gentleman, un homme intelligent et cultivé, un homme désespérément maigre car très malade, mais un tireur hors du commun, le meilleur qu'il aura vu dans sa vie. Le 14 août 1851, John Henry Doc Holliday naissait. En 1857, la famille de John Henry vit à Valdosta en Georgie. Il vit avec sa sœur Alice et son frère Francisco dans le comté de Loudon. John Henry
fréquente l'école primaire de l'Institut Val d'Osta, étudiant le grec, le latin et le français. En 1866, alors qu'il n'a que 15 ans, sa mère meurt de la tuberculose. John Henry était très proche de sa mère et ce fut un coup dur pour lui. En 1870, il s'inscrivit au collège de Philadelphie en Pennsylvanie et le 1er mars 1872, il obtient un doctorat en chirurgie dentaire. Très tôt, il va travailler à Atlanta dans le cabinet du docteur Arthur Ford. Très tôt, il reçoit un diagnostic de tuberculose qu'il a possiblement contracté de sa mère. Son frère mexicain meurt lui aussi de la tuberculose, ce qui confirme que c'est bel et bien sa mère qui lui a transmis la maladie. En 1870, la tuberculose était mortelle et l'espérance de vie était très limitée. John Henry Doc Holliday a peu de temps à vivre et s'il désire prolonger sa vie, il doit déménager dans un climat sec. C'est ainsi qu'il déménagea dans un premier temps à Dallas, au Texas. Pour une courte période, Holliday tenta de pratiquer sa profession de dentiste, mais de violentes toux répétitives le contraignent à abandonner. Holliday était un homme très intelligent, un homme raffiné, joueur de piano. Son intelligence supérieure lui permet d'être un joueur de poker supérieur, ce qui lui permettait de gagner sa vie. Doc Holliday savait sa mort prochaine. Il était un homme maussade et se sachant de toute façon condamné, il vivait une vie sans peur des hommes et de la mort. N'étant pas un homme capable d'en découdre physiquement avec les autres, c'est ainsi qu'il s'entraînait inlassablement avec un fusil de 6 coups et un couteau, ce qui en fit un homme craint avec une réputation de tueur. En 1875, il fut impliqué dans 3 fusillades. Il tua 2 hommes, mais s'en tira sans aucune poursuite judiciaire. En 1876, le doc, suite à un désaccord, tue un soldat. Il fut recherché pour ce meurtre par l'armée. Les Texas Rangers sont à ses trousses. Il s'enfuit jusque dans les territoires du Kansas pour échapper à la pendaison. Il tue encore 3 hommes à Georgetown et Central City. Il finit dans un certain anonymat à Denver. Mais une dispute avec un certain Bud Ryan, un autre joueur, arrive. Une violente bagarre au couteau va suivre et Doc mutile le cou et le visage de Ryan. Doc Holliday va devoir s'enfuir à nouveau au Wyoming en passant par le Nouveau-Mexique pour finir au Texas où il va rencontrer un certain Wyatt Earp. C'est également au Texas à Fort Griffin que Doc Holliday rencontrera Marie-Catherine Helder Aroney, alias Big Nose Kay. Marie se prostitue mais n'est la protégée de personne. Elle et Doc auront une relation orageuse du fait que Holliday ne supportait pas qu'elle se prostitue. Malgré de fréquentes séparations, ils finissaient toujours par revenir ensemble. Wyatt Earp va profiter de l'information qu'il a eue du propriétaire du saloon Le Chauncey pour aborder Holliday, mais avec beaucoup de prudence. Holliday a un sale caractère et a une réputation d'as de la gâchette. Mais Holliday
va être très cordial avec Herb. On peut penser que le Doc était aussi au courant de la réputation de Wyatt Earp. Les informations de Holiday, selon lesquelles Rudabaugh était revenu au Kansas, étaient solides et aidèrent Earp à informer le shérif de Dodge City, Bat Masterson, qui put mettre la main au collet du fugitif. À cet instant, l'amitié entre Earp et Holiday ne se démentira jamais. 1877, nouvelle altercation pour le Doc. Ed Bailey, dans une partie de cartes, irrite et provoque le Doc en trichant à répétition. Holiday l'avertit à 2 reprises de cesser son petit manège. Bailey continue ses provocations et quand il veut tirer sur Holiday, en moins de 2, Bailey a le ventre lacéré, gisant dans son sang. Encore une fois, la rapidité du Doc est foudroyante. La population ne croit pas à la légitime défense de Holiday. La mauvaise réputation du Doc joue contre lui. Il n'y a pas de prison, donc on l'enferme dans une chambre d'hôtel. Un groupe d'habitants veut régler le cas du Doc Holiday, mais sa compagne, Kate Big Nose, met le feu à un hangar et pendant que la population est occupée à éteindre le feu, elle délivre Holiday le pistolet à la main. Le couple s'enfuit de Fort Griffin sans demander son reste. Pendant ce temps, Wyatt Earp retourne à Dodge City et devient assistant marshal. De nouveau, l'efficacité de Earp à faire respecter la loi contribue à établir sa réputation. Les habitants de la ville aident Earp et tout va dans le meilleur des mondes à Dodge City. Doc Holiday et sa compagne Big Nose Kate arrivèrent à Dodge City en juin 1878. La loi règne à Dodge City et le Doc va respecter la loi. Il est vrai que la présence de Wyatt Earp et du Doc Holiday dans la même ville pouvait en refroidir plusieurs. Mais c'était une époque très violente et on n'était jamais à l'abri d'une altercation ou même d'un meurtre. Les cowboys Ed Morrison et Todd Driscoll arrivent du Texas, galopent dans la ville, tirent des coups de feu qui brisent les vitres. Ils sont dans le salon de Long Branch et ils attendent Earp, qui dès son entrée au saloon se fait surprendre par les 2 cowboys. Wyatt Earp est en très mauvaise posture, mais John Henry Doc Holiday va pointer son revolver sur la tempe de Morrison tout en le désarmant, sauvant ainsi Wyatt Earp d'une mort certaine. Wyatt n'oubliera jamais qu'il doit la vie à son ami Doc Holiday. À cette époque, Wyatt rencontra Celia Ann Blaylock, qu'il appelait Mattie. Ils seront ensemble jusqu'en 1882, mais la dépendance au laudanum de Mattie séparera le couple à jamais. Quant au Doc, les disputes, les séparations et les réconciliations avec Marie-Catherine Helder continuent, mais c'est devenu une routine. En 1878, la ville de Dodge City avait une réputation de tranquillité relative et Wyatt pouvait passer plus de temps aux tables de jeu. En 1879, Earp en a assez et une fois de plus, il bouge, et cette fois-ci, c'est vers Tombstone. Août 1879, le Doc abat Mike Gordon au cours d'un duel à Las Vegas au Nevada. Encore une fois, on veut lyncher le Doc qui se sauve vers Dodge City. Mais Holiday, à son arrivée,
constate que Wyatt Earp n'est plus là. Donc, il va le rejoindre à Tombstone. Et ce que le doc ne sait pas, c'est que Mary-Catherine Helder se rend aussi à Tombstone. Et ils vont finir par se rejoindre une fois de plus à Prescott à l'été 1880. Avec les 40 000 $ que le doc avait gagnés au jeu, Marie-Catherine pouvait espérer vivre dans l'aisance. Car peu importe où en était leur relation, à ce moment-là, le doc était là pour Mary-Catherine Helder Aroney, alias Big Nose Kate. Pendant ce temps, Wyatt Earp sera suivi à l'été 1880 par ses frères Morgan et Warren Earp, puis par Doc Holliday et Big Nose Kate qui arriveront en septembre 1880. Le doc constate à son arrivée que tous les Earp sont maintenant réunis. Wyatt, quant à lui, ne veut plus à cette époque occuper une fonction de justicier. Le but était de travailler et de s'enrichir dans la prospection, loin des violences et des conflits. Ce sera toutefois une autre histoire, et très rapidement, les fonctions d'homme de loi vont revenir dans la vie de Wyatt Earp. La famille investisseur dans les concessions minières. Wyatt travaille pendant un temps à la mine, puis travailla pour la Wells Fargo Company en protégeant les convois. Dès leur arrivée, les Earp ne perdent pas de temps à imposer leur présence. Wyatt achète des parts de concessions minières, investit pour un quart à l'Oriental Saloon. James, quant à lui, ouvre un saloon à Allen Street et y travaille comme barman. Virgile sera nommé assistant Marshal, puis plus tard US Marshal. Morgan travaille comme policier avec son frère Virgile. La meilleure gâchette des Earp reste toutefois en retrait. Wyatt préfère continuer à travailler et investir dans les mines. Les frères Earp règnent sur Tombstone, mais au déplaisir de certains qui n'apprécient pas leur arrivée et leur prise de pouvoir sur les fonctions judiciaires. La famille Clanton a réagi vivement dès l'arrivée des Earp. Le père Clanton, ses fils Ike, Finn et Billy, Frank et Tom McLaury, ainsi que Curly Bill Brocius, John Ringo et toute une bande de truands. Les tensions s'enveniment en juillet 1880. Virgile accuse Frank McLaury du vol de 6 mules à l'armée américaine. Après une confrontation, les McLaury acceptent de redonner les mules à l'armée, mais leur condition était le départ des Earp de Tombstone. Les tensions allaient toujours en s'accroissant entre les deux clans. Les Earp sont maintenant des hommes de loi, mais les McLaury et les Clanton ne reconnaissent pas cette autorité. Les McLaury et les Clanton et toute une bande étaient à la tête d'un trafic important de bétail en direction du Mexique et évidemment pour eux, les Earp étaient une menace importante. Il fallait que les Earp partent de Tombstone. Par surcroît, l'incident des mules motive Wyatt à retrouver une fonction d'homme de loi. En juillet 1880, il est nommé shérif adjoint à Tombstone. Octobre 1880, une autre dispute violente éclate entre le doc et Kate Big Nose. Le doc en a assez. Il renvoie Kate. C'est terminé entre eux. En mars 1881,
une diligence est attaquée par 4 hommes masqués qui tuent le conducteur. Et Kate, ivre et toujours furieuse d'avoir été abandonnée par le doc, témoignera à tort en affirmant que l'un des 4 hommes était le Doc Holliday. L'enquête menée par les Herb avec divers témoins prouvera que le doc n'y était pour rien, et même si Kate, redevenue sobre, retire son témoignage, le doc ne voudra plus la reprendre avec lui. Il lui donne de l'argent pour qu'elle quitte la ville définitivement. En 1879, arriva à Tombstone une jeune femme de 18 ans, Joséphine Sarah Marcus. Elle fut connue alternativement sous le diminutif de Josie et de Sadie. Elle était en couple avec Johnny Behan, le shérif de la ville. Ils habitèrent ensemble. Behan présente Josie à Wyatt Earp et c'en était terminé pour Behan. Josie sera avec Wyatt pour le reste de sa vie. Quant à Mattie, Wyatt la quittera et elle se suicidera en 1888. Septembre 1881, une attaque de la diligence Tombstone-Bisbee a eu lieu près de Hereford, près de Tombstone. Un vol de 2500 $, un sac de courrier, des bijoux et 750 $ en espèces. On soupçonne par leur voix Pete Spence et Frank Stillwell, qui sont des amis des McLaury. L'enquête est menée par Wyatt et Virgil Herb. Après les traces de pas et les témoignages, ils accusent Spence et Stillwell qui seront arrêtés. Octobre 1881, Virgil en rajoute en les accusant d'un hold-up à Contention City. Wyatt et Virgil sont toujours aux commandes pour l'enquête, mais pendant leur déplacement, leur frère Morgan a maille à partir avec Frank McLaury. McLaury exige la libération de Spence et Stillwell. Tous ces événements, à une semaine près de la plus célèbre des fusillades de l'Ouest, la fusillade à Hockey Corral. La tension est maintenant à son maximum. Les McLaury et les Clanton d'un côté, les 3 frères Herb et le Doc Holliday de l'autre. Le 25 octobre 1881, Ike Clanton est au Alhambra Saloon. Doc Holliday, qui est ivre, fait irruption et insulte Clanton, le provoquant duel. Morgan et Wyatt Earp interviennent pour arrêter la confrontation. Ike Clanton se précipite dans la rue et profère des menaces envers les Earp et le Doc Holliday. D'autres sources affirment qu'il continue à jouer au poker durant toute la nuit et à boire. Au petit matin, Virgil Earp rencontre de nouveau Ike Clanton, qui profère encore de lourdes menaces envers le Doc et les Earp. Il lui dit qu'ils auront ce qu'ils méritent, qu'ils l'auront bien cherché. 2 heures plus tard, on informe Wyatt des menaces de Clanton. Wyatt se rend au saloon l'Oriental et attend. Ike Clanton, quant à lui, continue à faire des siennes en ville. Il affirme qu'il va tirer un Earp s'il en voit un dans la rue, que le Doc Holliday n'en a plus pour longtemps
Puis vers midi, il quitte le saloon dans une rage incontrôlable. Il cherche le doc, mais sans succès. Virgile finit par retrouver Ike Clanton sur la 4e rue, l'assomme et le désarme. Clanton lui dit qu'il l'aurait tué s'il en avait eu la chance. Ike Clanton est en cellule aux mains de Morgan. Wyatt arrive et confronte Clanton et lui offre un duel pour régler la question une fois pour toutes. Mais l'adjoint au shérif intervient. Les menaces de part et d'autre continuent. La situation semble à un point de non-retour. Ike Clanton paie une amende de 27,50 $ et est libéré. On lui remet ses armes au Grand Hôtel vers 13 heures. Wyatt et Tom McClary se rencontrent. Wyatt provoque en duel McClary, qui ne répond pas. Herb l'assomme et s'en va. Wyatt Earp en a marre de cette situation et il est bien décidé à en finir avec les Clanton et les McClary une fois pour toutes. Frank McClary et Bill Clanton sont vus dans la 4e rue et entrent dans la boutique de l'armurier. Leurs frères respectifs, Tom McClary et Ike Clanton, sont déjà sur place. Virgile et Wyatt Earp surveillent et voient les cowboys charger leurs armes. Ike Clanton télégraphie à Charleston et demande du renfort. Si les Earp sont décidés à en finir, les Clanton et McClary sont dans le même état d'esprit. Aux environs de 14 heures, les Clanton et les McClary se rendent à OK Corral et les menaces continuent envers les Earp. On informe Virgile et Wyatt que les cowboys sont prêts à en découdre avec eux et qu'ils sont armés. Morgan Earp et Doc Holliday vont bientôt se joindre aux deux frères. Chacun surveille les mouvements de l'autre clan. Virgile demande au shérif Johnny Behan de l'accompagner pour désarmer les cowboys, mais celui-ci décline. Il lui dira que ce n'est pas son combat, mais celui des Earp. Par contre, le shérif Behan se décidera et ira à la rencontre des cowboys seul pour les calmer, mais sans succès. Il n'y a plus de place aux négociations dans cette histoire. Les armes parleront. Le comité de vigilance des citoyens offre ses services à Virgile, mais celui-ci va décliner. Les Earp représentent la loi, alors ils vont se charger eux-mêmes de régler le problème. À 14h45, les trois frères Earp sortent dans la rue pour affronter le clan des McClary et des Clanton, qui sera accompagné par d'autres cowboys. Les Earp demandent à Doc Holliday de se mettre à l'écart, mais le Doc refuse catégoriquement. On veut le tuer aussi, alors c'est son combat à lui aussi. Pour rien au monde, le Doc ne voudrait rater ce rendez-vous. Les Earp et le Doc se dirigent vers OK Corral sans vraiment savoir à combien d'hommes ils auront affaire. Le quatuor marche en regardant tout autour d'eux, mais fermement. Il n'est plus question de reculer. Le conflit entre les deux clans va se régler dès maintenant. Ils aperçoivent finalement 6 hommes sur un terrain vague. Frank et Tom McClary, Ike et Billy Clanton, Billy the Kid Claiborne et le shérif Behan qui va au-devant des Earp pour les dissuader d'avancer vers le corral. Mais les Earp l'ignorent. Naïvement, le shérif Behan croit qu'il a désarmé les cowboys et que les choses vont se calmer. Mais les bandits sont toujours armés et attendent de pied ferme les Earp et le Doc. À leur arrivée au corral,
Il voit les cowboys debout avec Ike Clanton en avant des autres. Tout le monde a le doigt sur la détente. Le moment de vérité est arrivé. Virgil Herb est le vétéran du groupe et c'est lui qui va s'adresser aux cowboys en leur disant de lever les mains qu'ils sont en état d'arrestation. C'est le silence complet. On se regarde. Tout le monde a la main sur sa carabine ou son revolver. Virgil Herb se fait insistant et réitère qu'ils sont en état d'arrestation. Toujours pas de réaction des cowboys. Bill Clanton est le premier à réagir et va tirer les 2 premiers coups de feu. Wyatt Earp sort son revolver et tire directement sur Frank McLaury, qu'il jugeait le plus dangereux du groupe. La fusillade est commencée et l'issue sera sanglante. Billy Clanton vise Wyatt Earp et le rate. C'est la confusion. On ne sait plus qui a tiré le premier. Virgil tire sur Frank McLaury et 3 coups sur Billy Clanton. Ike Clanton est désarmé et surtout moins courageux que la soirée précédente et court jusqu'à Wyatt Earp qui lui dira de combattre ou de se sauver, ce que Clanton fera sans demander son reste et échappera à Doc Holliday qu'il avait en priorité sur sa liste. Tom McLaury, quant à lui, est blessé au ventre et tombe dans la rue. Les tirs continuent, on entend des cris, les chevaux sont affolés. Doc Holliday tire directement sur Billy Clanton. Frank McLaury, déjà gravement blessé, vise le Doc et va le frôler. Doc Holliday tire 2 autres coups sur Tom McLaury qui va s'écrouler, touché mortellement. Morgan Earp tire sur Frank McLaury et l'achève. Bill Clanton, blessé, est celui qui fait le plus de dégâts. Il tire sur Virgil au mollet droit. Clanton loge également une balle sur Morgan à l'épaule. Wyatt Earp crie à Morgan de venir à côté de lui. Bill Clanton continue le combat. Virgil Earp tire une balle, le touche entre les côtes et le cloue au sol. Billy s'écroule. C'est la fin pour lui. La fusillade à Hockey Corral vient de se terminer. Elle n'a duré que 28 secondes et 30 coups de feu. Il y avait 8 hommes. 3 sont décédés. Billy Clanton et Tom et Frank McLaury. 3 sont blessés. Le Doc Holliday, Virgil et Morgan Earp. Ike Clanton, quant à lui, s'est sauvé comme un lâche et n'a donc pas été blessé. Un seul homme qui a combattu au milieu de cette fusillade s'en sortira indemne, sans aucune égratignure, et ce sera Wyatt Earp, ce qui contribuera également à sa légende. Le shérif Behan veut arrêter Wyatt Earp, qui lui répond qu'il n'en est pas question aujourd'hui et que surtout Behan lui avait affirmé à tort que les cowboys étaient désarmés. Suite à cette fusillade, Virgil perd son poste de marshal et est remplacé par James Flynn. Ike Clanton porte plainte contre les Earp et le Doc pour meurtre. Seul Wyatt Earp assistera au procès. Ses 2 frères blessés ne sont pas en mesure d'y assister et le Doc, curieusement, ne sera pas convoqué. Pendant le procès, le shérif John Behan et son ami Billy Allen vont curieusement témoigner à charge contre les Earp. Ils certifient que le Doc Holliday
est le premier qui a tiré, puis les Herb, pendant que Bill Clinton avait les mains en l'air. Bion avance même que Bill Clinton avait dit qu'il ne voulait pas se battre, et Tom McClary avait fait voir aux Herb qu'il n'était pas armé. En fait, selon le témoignage du shérif Bion, les Herb et le Doc avaient tiré sur Catania sans défense. Il est permis de croire que le shérif était frustré de voir le quatuor l'ignorer complètement quand il a voulu les arrêter, ignorant par le fait même son autorité. Le 29 novembre, le verdict du juge Wells Spicer tomba. Compte tenu des faits et des circonstances du cas présent, et en tenant compte des menaces proférées, de la personnalité des prévenus et de la situation dans laquelle ils se trouvaient, situation générant les résultats tragiques que nous avons vécus avec toutes les conséquences qui en découlent, liées à la finalité des choses, je ne peux pas m'empêcher de conclure que les accusés de ces meurtres sont dans leur bon droit et qu'ils ont pris dans le cas présent les mesures nécessaires qui s'imposaient pour la réalisation de leur devoir officiel. Les trois frères Herb et le Doc Holliday étaient en légitime défense et furent donc acquittés. On a pu penser que c'était la fin de cette sordide histoire, mais il y aura une suite. Les familles amies des McClary et des Clinton ne resteront pas les bras croisés. La suite sera sanglante. Les Clinton et les McClary n'allaient pas accepter ce verdict et ils allaient se venger. Les trois frères Herb, Doc Holliday, le juge Spicer et d'autres personnes étaient sur leur liste. Le juge Spicer reçut une lettre le menaçant de mort et le Doc Holliday une petite boîte avec une balle de calibre 45 à l'intérieur, lui souhaitant bon souhait. Le 28 décembre 1881, Virgil Herb est victime d'une fusillade avec plusieurs tireurs. Virgil parvient miraculeusement à s'en sortir, mais est gravement blessé à l'épaule et il sera handicapé pour le restant de sa vie. Deux témoins vont identifier trois tireurs, Ike Clinton, Hank Swilling et Frank Stillwell. Février 1882, Ike Clinton est acquitté concernant l'attaque contre Virgil Herb. Selon les témoignages, il était à Charlestown quand la tentative de meurtre a eu lieu. Le 18 mars 1882, Wyatt et Morgan jouent une partie de billard au Campbell Hatch Saloon. Morgan a le dos tourné vers la porte vitrée quand soudain retentissent des coups de feu. Une balle touche directement Morgan et le transperce dans le dos. Morgan, gravement atteint, mourra 40 minutes plus tard dans une agonie douloureuse. Les suspects sont Pete Spence, Joe Doe Fries, Florentino Indian Charlie Cruz et Frank Stillwell. Le 20 mars 1882, Wyatt et son frère James emmènent le corps de Morgan Herb à la gare de contention citée. James a la mission d'accompagner son frère jusqu'à Colton, en Californie, où les funérailles seront célébrées. Par la suite, Virgil et sa femme Ali montent dans le train avec Wyatt et Warren Herb, Doc Holliday et d'autres amis pour les protéger. Tout le monde est armé avec carabine et revolver. À Tucson, Wyatt Herb prend les choses en main
Il fait le guet pendant que le groupe dîne. Il aperçoit des hommes qui prennent la fuite. Il les poursuit sur la voie ferrée. Des coups de feu retentissent. On retrouve le corps de Frank Stillwell avec 6 balles au corps. Wyatt Earp affirmera plus tard que c'est lui qui l'a exécuté. En mars 1882, le shérif Johnny Behan interpelle Wyatt Earp pour le meurtre de Stillwell. Face à un possible procès où il a toutes les chances d'être condamné, Wyatt Earp choisira de quitter la région. Plus tard en mars, sur le Wood Camp de South Pass, Wyatt, avec son frère Warren, Texas Jack Vermillion, Doc Holliday, Sherman McMaster, Turkey Creek Johnson, tombe sur un des complices des Clanton et des McLaury, nul autre que Florentino Cruz, Indian Charlie. Les confessions de Cruz incriminent directement Frank Stillwell, Hank Swilling, Curly Bill et Johnny Ringo. Après avoir entendu Cruz, Wyatt le liquida sans aucun état d'âme. Le 23 mars, à Burlick Springs, Wyatt Earp et sa bande trouvent Curly Bill Brocius et 8 autres cowboys de la bande. Une fusillade va suivre entre les deux camps. Curly Bill, l'assassin du shérif White, est tué et Johnny Barnes blessé gravement. Il réussit à s'enfuir avec le reste de la bande. Il est maintenant clair que Wyatt Earp est à la chasse et qu'il veut retrouver tous ceux qui ont aidé les Clanton et les McLaury. Encore une fois, Wyatt Earp sort indemne de cette fusillade. Avril 1882, Wyatt quitte le territoire de l'Arizona et se dirige vers Silver City, au Nouveau-Mexique. Au milieu du mois d'avril 1882, Wyatt Earp et Doc Holliday prennent la direction du Colorado. En moins de 18 mois après la fusillade de Hockey Corral, Wyatt Earp et sa bande avaient tué presque 20 hommes. Par la suite, Wyatt Earp ne retourna plus jamais à Tombstone. Il vivra désormais au Colorado. Fin 1882, Wyatt et Warren vont rejoindre leur frère Virgil à San Francisco. Dès 1883, Wyatt retrouvera Joséphine Marcus, sa Josie. Ils ne se quitteront plus jamais, jusqu'au décès de Wyatt en 1929. Wyatt continuera une vie dans les salles de jeu. Il continuera à miser sur les concessions minières au Colorado, en passant par le Nevada jusqu'en Californie. Dès 1886, Wyatt et Josie demeurent en Californie pour 4 années. En 1887, Ike Clanton est tué par un détective dans l'est de l'Arizona. Wyatt n'aura pas eu à faire le travail lui-même. Son fidèle ami Doc Holliday meurt en novembre 1887 au Colorado. N'étant pas informé de son décès, Wyatt Earp n'a pu être présent lors de son décès. Sur son lit de mort, le doc avoua qu'il était bien surpris de mourir dans un lit, lui qui avait bravé la mort à tant de reprises. De 1885 à 1890, toujours en Californie, Wyatt s'occupait d'immobilier, mais continuait à jouer en plus des courses de chevaux. Puis, jusqu'en 1897, Wyatt et Josie séjournent dans la baie de San Francisco. Wyatt continuait à suivre les courses dans les hippodromes de Californie, une passion qui, avec le jeu, ne le quittera jamais.
À l'automne 1897, Wyatt Earp et Josie Marcus voyageront pour le Grand Nord vers la ruée de l'or en Alaska. Ils passeront par la suite 1897 à Rempart City. Tout au long de sa vie, à l'exemple de son père, Wyatt Earp aura toujours la bougeotte et bougera sans cesse. En 1901, Wyatt et Josie amassent une petite fortune de 80 000 $ et reviendront en 1902 au Nevada. Les affaires sont bonnes et le couple s'enrichit dans un saloon, dans les investissements miniers et les salles de jeu. En 1905, Wyatt Earp et Josie retournent en Californie. Le couple passera les hivers entre 1910 et 1920 en Arizona. Les étés, le couple retourne à Los Angeles, notamment à Hollywood. Un jeune acteur, dénommé John Wayne, rencontrera Wyatt Earp à quelques reprises. John Wayne dira qu'il s'est inspiré de Wyatt Earp pour son personnage à l'écran. Le 13 janvier 1929, Wyatt Berry Stapp Earp décède à l'âge de 80 ans. Wyatt est un homme usé qui ne s'est jamais ménagé. Il va succomber à une cystite ou à un cancer de la prostate, 47 ans après la célèbre fusillade de Hockey Corral. Le matin du 13 janvier 1929, c'était la fin de l'une des plus grandes légendes de l'Ouest, une légende qui a inspiré bien des livres et des films, une légende qui ne sera jamais oubliée.